Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chacun. Non, elles ne sont pas masochistes. Elles sont piégées. Et si elles sont sorties du piège, c'est qu'elles ont mené un combat qui mérite d'être reconnu. Dans la première partie, nous verrons les raisons générales qui expliquent que l'on reste sous emprise, parfois longtemps. Nous balayerons les aspects majeurs de cette relation si toxique. L'alternance de phases de séduction et de phases de destruction, les efforts déployés par le prédateur pour rendre folle sa proie, le poids de l'habitude, on s'habitue à tout, même au pire, l'amnésie, phénomène constant qui empêche la proie de voir clairement la grande image, le rôle de l'entourage, parfois contre-productif, le ferrage matériel, l'effondrement de l'image de soi de la proie et enfin l'amour qui la lie au prédateur. Cette énumération à elle seule suffirait à comprendre qu'il n'est pas si simple de sortir d'emprise. De surcroît, la proie est souvent porteuse de vulnérabilités particulières, issues de son histoire, dans lesquelles s'engouffre le prédateur et qui renforcent la prédation. Cette dimension n'explique rien à elle seule, mais s'ajoute aux mécanismes généraux de la prédation. Nous passerons ces vulnérabilités en revue dans la seconde partie. La sortie d'emprise est aussi un travail sur soi, surtout si l'on désire éviter que cela se répète. Pour terminer, notons une particularité de la langue française qui pourrait faire penser que je ne m'adresse qu'aux proies féminines. Proie est un nom du genre féminin et prédateur est du genre masculin. Je dirais donc elle et lui. Cependant, la prédation s'exerce au féminin comme au masculin. Il y a des proies femmes comme il y a des proies hommes, et je suis très attachée au fait que ces dernières puissent se reconnaître dans ce que j'écris. Il reste une remarque liminaire. Ce livre peut se lire de la même façon pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels, parce que la dynamique de prédation est strictement la même. Le sexe et le genre des individus pris dans ce processus importent peu. Pour avoir l'honneur d'accompagner des proies depuis fort longtemps, je peux témoigner que le chemin de sortie d'emprise, une fois qu'il aura été accompli, permet souvent aux proies de faire grandir leur conscience, leur puissance et leur talent pour le bonheur. Pourtant, ce cheminement est d'une incroyable âpreté. On s'en rendra compte au fil des pages. Que les proies, hommes et femmes, soient ici reconnus et salués dans leur combat, bien souvent héroïque. Première partie. Les mécanismes de l'emprise. La relation d'emprise avec un pervers narcissique obéit à des dynamiques particulières, à la fois efficaces et longtemps indécelables, tellement retorses que tout le monde peut se laisser abuser. Quand la proie en devenir flaire la supercherie à temps, avant d'être ferrée, elle peut s'échapper et garder seulement le mauvais souvenir d'une rencontre avec une personne peu recommandable. Si trop de temps se passe et que s'installe le couple proie-prédateur, le piège de la relation d'emprise stricto sensu va s'activer. Ce sont les mécanismes de ce piège que nous passerons en revue dans cette première partie. Après coup, quand le combat de la proie est gagné, qu'elle a réussi à partir et qu'elle peut enfin contempler ce qu'elle a traversé, il est précieux pour elle de revenir sur ses pas pour refaire le chemin et l'éclairer d'une compréhension nouvelle. Il arrive beaucoup plus rarement que le prédateur parte le premier, soit qu'il se sente percé à jour, soit que passe sous son nez un partenaire ayant un meilleur rapport qualité-prix, par exemple une femme ou un homme plus jeune ou plus riche ou plus prestigieux, ou moins averti et plus fasciné par le prédateur, ce qui offre à ce dernier d'indéniables avantages narcissiques. N'oublions pas qu'il n'est question ici que d'usage, de réification et d'instrumentalisation. Là encore, pour une proie, refaire le chemin pour pouvoir sortir de la relation et faire son deuil peut se révéler précieux. La porte est plus facile à fermer définitivement quand on a saisi pourquoi on est resté.
parce que je ne sais plus si je suis avec un ange ou avec un démon. L'alternance séduction-destruction. Le prédateur souffle le chaud et le froid, déstabilisant la proie, qui ne sait plus ni quoi penser ni à quoi s'attendre. Des deux visages de ce personnage, lequel est le vrai? Comment trouver du sens à ces revirements qui la laissent perplexe? Vers quel chemin s'orienter? Quelle direction prendre? Son discours intérieur devient une cacophonie contradictoire et épuisante. Longtemps, fort longtemps, la proie aura du mal à voir la grande image, à embrasser sa situation d'un seul regard pour en percer le sens général, en juxtaposant enfin, pour les comprendre, des situations tellement contraires qu'elles semblent irréconciliables. Le charme des débuts. La prédation, comme toute relation, commence par une période de séduction. Faire du charme, et c'est normal, consiste à enjoliver ou à accentuer ses qualités et à minimiser ou à gommer ce que l'on considère comme ses défauts. Il s'agit de présenter la meilleure version de soi pour plaire en retour à la personne qui nous plaît. L'idée ici n'est pas de décider si cette façon de faire est bonne ou mauvaise, morale ou immorale, mais de constater quelle est la règle. Chez l'enfant, l'apprentissage de ses comportements de charme, sourire, babiller, savoir se montrer mignon ou craquant, est fondamental, car ils vont amener les adultes à avoir envie de s'occuper de lui et ainsi lui permettre de survivre. En éthologie, la conduite visant à séduire un partenaire s'appelle comportement de court, et on peut l'observer chez toutes les espèces à reproduction sexuée. Au début d'une relation, le prédateur projette une vitrine essentiellement artificielle, fausse, ce qui n'est pas le cas d'une personne adoptant des comportements de charme normaux. Tout d'abord, elle s'appuie sur un narcissisme pathologique et grandiose, qui transporte une image déformée et idéalisée de soi, que le prédateur met en scène, à laquelle il veut faire croire et qu'il finit par croire lui-même, de façon quasi délirante. La plus petite réussite devient un coup d'éclat, et aller faire ses courses peut ainsi se muer en voyage du héros. Cette autopromotion, plus ou moins subtile, finit par être convaincante, et la future proie se fait berner. Il n'est pas si facile de discerner le vrai du faux dans le discours d'autrui, surtout quand la falsification est assise sur la manipulation des nuances d'un tableau réaliste. Longtemps, cette falsification fera douter la proie. Elle restera donc auprès du prédateur, n'étant pas bien sûre que ce personnage si formidable n'existe pas. La séduction manipulatoire passe également par la posture de victime, aussi classique qu'une petite robe noire. Une victime attendrie et apitoie. Elle déclenche le plus souvent un réflexe de compassion, d'autant que bien fréquemment, les proies sont sensibles au malheur d'autrui. Le cinéma des années 1980 ne s'y est pas trompé, avec ses personnages d'anti-héros fragiles, vulnérables, voire blessés, bien plus émouvants que les habituels héros virils et inébranlables. Quand ils pleurent, le cow-boy emporte le cœur de ses dames. Alors quand le prédateur endosse le rôle de la victime, la proie est touchée par tant de malheur et valorisée par la confiance qu'il lui fait, croit-elle, en lui montrant ses failles et ses douleurs. Côté féminin, la posture de victime peut passer par le rôle, classique là aussi, un peu désuet, heureusement, mais toujours fonctionnel, de la fragile petite femme qui lutte courageusement en attendant son sauveur. Certaines prédatrices cultivent ce rôle à loisir, s'ingéniant à rester vulnérables et sans ressources. Quand la future proie, sous les traits d'un homme gagnant bien sa vie, de préférence plus âgé, se présentera, il sera facilement touché par cette personne fragile, et jeune, c'est valorisant, dont le sauvetage lui donnera l'impression qu'il est fort, viril, et que ce qu'il fait, aider cette pauvre femme autant qu'il le peut, est non seulement bon, mais donne du sens à sa vie. Qui refuserait ce divin nectar? Et qui discernerait la stratège sous cette posture humble
et sans défense. Enfin, prédateurs et prédatrices sont passés maîtres dans l'art de discerner ce qui plaît à leur future proie pour s'y conformer. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.